Franck R, Richard D, Charles J, Cyril D, Fred M. Si t'as 5 sur 5 sur ce petit questionnaire, tu as compris qu'on allait parler de la bagarre. Salut, c'est Alex de Coaching 2.0. Aujourd'hui, on va parler arts martiaux, self-défense et Glooby Boulga. Eh Gérard, tu sais comment j'ai fait pour perdre 5 kilos? Bah je me suis coupé les cheveux. Désolé. Je te l'accorde, cette blague est complètement nulle, mais elle me permet de faire une introduction sur cette vidéo. J'ai eu une galère de ouf avec mon application pour la publier. Alors pas que ce soit un montage de l'espace, mais franchement j'ai vraiment galéré, j'ai mis trop de temps et j'ai galéré pour la mettre sur YouTube. Enfin ça a vraiment été une merde. Alors tu peux aller la regarder puis tu mets un like, un pouce, tu la partages, je sais pas. Au cas où tu ne le saurais pas encore, les arts martiaux font partie de mes passions. En fait, c'est pas vraiment une passion, c'est plutôt une hygiène de vie. Je le pratique depuis tout petit, ça doit faire une trentaine d'années, et j'enseigne depuis une dizaine d'années. Et dans cet univers, un petit peu comme une comète, il y a un truc qui revient, une sorte de débat qui revient tous les 2-3 ans. C'est en fait un débat sur l'efficacité, la pertinence des arts martiaux en situation réelle. C'est franchement extrêmement répétitif. À chaque fois que tu participes à un stage, il y a toujours un moment entre la bière et les cacahuètes où il y en a un qui va soulever le sujet. Tu penses quoi d'un tel? Ouais, franchement, machin, il fait de la merde. Ensuite, c'est apparu sur les forums internet, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et maintenant sur YouTube, il y a tout un tas de vidéos avec plein de débats, il y a même eu des émissions de télé. Je me propose donc avec cette vidéo, à coup de blagues et de métaphores philosophiques, de te partager le retour d'un vieux briscard. Ouais, ça se voit pas, j'ai quand même les cheveux blancs, mais ça fait quand même quelques années que je suis dans le milieu. Alors déjà, avant de démarrer, je vais définir ce que j'entends moi par art martial, parce que ça aussi, ça fait couler pas mal d'encre. Alors, il se trouve que je suis également musicien et que j'enseigne aussi la danse. J'ai donc une vision précise de ce que moi, en tout cas, j'entends par l'art. Pour moi, l'art, d'une manière générale, c'est à la fois l'envie profonde de s'exprimer, d'exprimer des émotions, et en même temps, c'est dans la pratique le souci du détail, le fait de répéter, de travailler pour essayer d'acquérir la perfection dans une discipline, en essayant d'en voir en fait toutes les dimensions. Ça peut être la cuisine, le théâtre, la peinture, le curling, la sculpture, la littérature, le cinéma, le jardinage, etc., etc., etc. À mes yeux, ce qui détermine le fait que tu es un artiste, quelqu'un qui pratique de l'art, c'est plutôt la manière dont tu vas appréhender ta discipline plutôt que le fait d'être dans cette discipline. Tous ceux qui dansautent le week-end ou qui chantent sous la douche sont pas pour autant des artistes. Ça n'enlève rien à la légitimité de ce qu'ils font et au plaisir qu'ils peuvent y retrouver. Mais néanmoins, je pense d'ailleurs même qu'eux-mêmes ne se considèrent pas forcément comme des artistes. Quand ça commence à prendre une part importante de ta vie et que tu vas effectivement dans le souci du détail, que tu essayes vraiment de tout comprendre, je pense qu'on peut commencer à parler d'une pratique artistique. Martial fait référence à Mars. C'est lui, dieu de la guerre et de la violence. La bagarre. Donc déjà, l'association art martial peut paraître un petit peu étrange. Pas étonnant que ça soit sujet à des débats. En fonction de la culture, en fonction de l'histoire, en fonction de là où tu vis. C'est sûr que si tu habites dans une banlieue où il y a beaucoup de violence autour de toi ou qu'au contraire, tu es au fin fond de la Creuse, le rapport à la violence et le rapport à la guerre, il va être quand même un petit peu différent. Mais on pourrait résumer tout ça à l'art du combat. Donc en fait, s'entraîner au combat, même en temps de paix. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'entends. Et si comme moi, t'es un petit peu un geek d'internet et que tu passes ton temps à regarder des chaînes, à écouter des podcasts et que tu t'intéresses aux arts martiaux, t'as forcément vu cette comète passer dans le paysage récent qui revient régulièrement sur le débat, sur l'efficacité, voire même des fois des critiques assez virulentes sur des pratiquants ou des gros débats en disant mais lui il fait de la merde, non mais c'est pas vrai, viens dans mon dojo, je te pète la gueule, etc. Enfin bref, on est dans une cour de récré. Je vais te donner assez rapidement mon avis là-dessus. Je suis toujours un peu mitigé parce que en tant que passionné et en tant qu'aussi et pratiquant et enseignant, c'est un sujet qui m'intéresse. Maintenant, on verra plus tard, mais pour moi, il n'y a pas vraiment de débat, en fait. D'un autre côté, il y a un point, et je pense qu'il faut en parler, c'est quand même vachement un truc de com. En fait, on essaye quand même de faire du buzz. Moi, je vois ça un petit peu comme Highlander, à l'époque où il fallait couper la tête du mec qui était tout en haut de la pile pour récupérer toute son énergie. Dans le game de YouTube, Facebook et compagnie, on a un peu le même délire. Il faut un peu récupérer les viewers, les followers, pour pouvoir ensuite avoir un peu de notoriété. Je sais qu'il y en a certains qui diront mais pas du tout, je ne fais que m'exprimer, comme je le fais d'ailleurs actuellement là, mais il faut avouer qu'il y a un petit côté com quand même. En tout cas, quand tu décides systématiquement de prendre les gens les plus connus pour faire des espèces de virtual featuring dans ta vidéo et dire lui c'est de la merde ou au contraire lui c'est très bien, peu importe, finalement il y a un petit peu un côté on va choper un peu de com, on va chercher à apparaître dans le paysage médiatique. En soi finalement c'est juste de la com. Honnêtement, quelle que soit la manière dont c'est fait, c'est un boulot. C'est toujours critiquable, on peut avoir un avis, mais ça reste un boulot, qu'on le fasse spontanément, qu'on le fasse sans intention, ou qu'on le fasse vraiment avec des intentions bien précises en disant tiens, je vais parler de lui, je vais mettre un tel dans ma vidéo. Finalement, moi, sérieusement, je m'en fous. Ce qui me dérange un peu, ou tout du moins ce qui m'interroge, c'est la pertinence en fait de l'acharnement. Si tu as déjà regardé mes vidéos, tu sais que j'aime bien les images, alors je vais faire une espèce de métaphore. Si demain, moi, j'ai un resto, admettons, je considère que je fais de l'art culinaire, je suis un acharné, j'ai fait un CAP, j'ai fait une grande école hôtelière, j'ai voyagé, j'ai été formé auprès de plein de grands chefs.
j'ouvre un resto et puis après, pendant 15 ans, ça y est, j'ai une notoriété, je suis quelqu'un, je suis un artiste et en même temps, je suis passionné de mon métier, c'est quelque chose de viscéral chez moi. Et qu'il y a un mec qui ouvre un resto juste en face. Admettons, on va dessiner le portrait d'un parfait connard, un mec désagréable, mauvais, d'ailleurs qui est plutôt charpentier de formation, qui fait ça complètement à l'arrache, qui sert de la merde aux gens, qui les vole et qui clame haut et fort sur tout le monde que vraiment tout ce qu'il fait c'est génial, c'est un vrai artiste, etc. Qu'il ait beaucoup plus de succès que moi avec son restaurant, que ses tables soient pleines alors que le mien est en train de se casser la gueule, que finalement on soit pas sur le même créneau ou que ça soit pareil, ou à l'inverse qui se casse complètement la gueule, dans l'absolu, je ne vois pas pourquoi j'irais tous les jours traverser la rue pour lui dire « mais c'est de la merde ce que tu fais, c'est nul, t'es un mytho, t'es un imposteur ». Qu'est-ce que ça peut m'apporter, franchement? S'il marche bien, tant mieux pour lui. Si je suis jaloux, j'ai qu'à être meilleur. S'il marche pas, tant mieux pour moi. Et puis j'ai envie de te dire de toute façon, qui marche bien ou qui marche pas, finalement, je m'en fous. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que j'aurai mon resto, que je mène ma barque. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est le business, le soleil brille pour tout le monde. Comme je dis souvent, tu as le droit de t'en foutre. T'es pas obligé d'avoir une opinion sur tout. En tout cas, t'es pas obligé de l'exprimer en permanence. Ou alors fais-le une fois, de là à faire des vidéos tous les jours là-dessus, ou tous les jours revenir sur ton forum en disant oui mais machin, vous avez vu tel lien, etc. Donc tous les cas c'est pas bien grave, mais pour moi ça reste de la com. Maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le fond du débat. Mais avant tout je dois parler d'un terme encore plus flou que les arts martiaux, c'est la self-défense. Le problème de ce terme c'est que c'est une énorme marmite dans laquelle on peut mettre beaucoup de choses. Imagine la quantité de choses que tu peux appeler agression. Une agression verbale, une bousculade, un mec qui te met des coups, un mec qui te rentre dedans en voiture, deux mecs qui te mettent des coups, une bande de mecs qui te mettent des coups. Ça peut être à main nue, avec des couteaux, des chaises, des flingues, des chars, au sol. Donc d'entrée, si tu prétends enseigner la self-défense, soit t'as une énorme marmite et t'es prêt à assumer un spectre de compétences particulièrement large, soit au contraire t'es un hyper spécialiste, tu peux te dire spécialiste, expert, peu importe, et tu vas vraiment te concentrer sur un sujet. Mais honnêtement, je pense qu'il faudrait bien une vie pour arriver à faire tous les aspects de la self-défense s'il existe une self-défense. Et je te parle même pas du contexte culturel et géopolitique, où est-ce que tu vis, est-ce que tu es dans un pays en guerre, ou dans un pays où au contraire tout se passe bien, quelles sont les lois en vigueur, est-ce que tu es en prison, est-ce que tu es dans un restaurant, il y a tellement de paramètres qui entrent en compte en fonction de qui tu es, de quand ça se passe, de quand sont ces agressions, est-ce que ce sont des agressions régulières ou est-ce qu'au contraire c'est une fois dans ta vie. Ça me paraît quand même vachement difficile et sérieusement si c'est très utile quand on discute comme ça parce qu'on voit globalement de quoi on parle, dans un débat self-défense, à mon sens c'est un terme beaucoup trop large. Néanmoins quand tu choisis de te mettre à un art martial ou que tu pratiques déjà un ou plusieurs arts martiaux depuis longtemps, il ne me paraît pas complètement stupide de se poser la question de l'intérêt de ta pratique et surtout, est-ce que c'est efficace? Là encore, je dois avant tout sortir du débat toute une flopée de gens, d'enseignants et de disciplines qui sont un petit peu pour moi comme des anguilles et qui finalement ne sont plus vraiment dans le débat sur l'efficacité des arts martiaux parce qu'ils ont élagué complètement tout ce qui venait de la guerre. On n'est plus face à un adversaire mais face à un partenaire. On se dit que le véritable adversaire est en soi. Bon, tout ce qui est développement personnel, yogu, mets le feu des bois, je veux bien, il n'y a aucun souci. Mais à un moment donné, une claque dans la gueule, c'est une claque dans la gueule. Je veux dire, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc je veux bien que tu te serves des arts martiaux pour dire que c'est du développement, ça aide à plein de choses. Mais la finalité, à un moment donné, il va bien falloir se poser la question, est-ce que c'est efficace ou pas? Et à cette question, personnellement, je suis sincèrement surpris qu'il y ait toujours débat. Un débat a pour but normalement de confronter des croyances, voire des opinions, et en général, on met des arguments sur la table pour essayer de faire basculer l'un dans sa cour. Et là, je vais faire encore une autre métaphore. Admettons que tu sois dans un avion pour aller faire la bamboula avec tes potes à Cancun en pleine période de confinement. Malheureusement pour toi, le pilote est dépressif, il a décidé de se suicider en mangeant des éponges. L'avion est en train de se casser la gueule, adieu la coke et les blondes siliconées. Il faut réagir et là, comme par magie, deux candidats se proposent en fait de récupérer les commandes de l'avion. D'un côté, tu as Jean-Michel Vroom, qui pilote des motos depuis qu'il a 15 ans, c'est son métier, il est habitué au stress, à prendre des décisions rapidement, il n'a pas peur de la vitesse et des sensations fortes, il sait transpirer, il se propose de reprendre les commandes. De l'autre côté, tu as Jean-Jacques Saplane, féru de montagne et de parapente. Il est passé par le deltaplane et il y a 10 ans, il a décidé de passer un brevet de pilote pour piloter des ULM. Donc il a des connaissances en météorologie et il pilote son ULM par passion tous les week-ends depuis une dizaine d'années. À qui tu donnes les commandes de l'avion? Personnellement, moi je vote pour le pilote du ULM. Et j'ai peut-être la naïveté de penser que la plupart des gens qui vont raisonner, qui vont réfléchir, vont se ranger de mon côté. Pourquoi? La question est vite répondue. Son expérience est extrêmement proche de la situation, de la réalité. Ok, l'autre il a développé des compétences et il a des arguments dans la balance,
Mais ça n'a rien à voir avec un gars qui est habitué à faire décoller, atterrir, qui a des connaissances en météorologie. Si vraiment on se concentre sur le type d'agression auquel tu peux avoir affaire. Je l'ai dit, on prend en compte ton univers, où est-ce que tu vis, où est-ce que tu voyages, qu'est-ce qui t'entoure. Statistiquement, tu sais qu'on va te mettre des coups de poing, des coups de pied, éventuellement des coups de couteau, ou que les mecs seront plusieurs. Le débat, en fin de compte, n'est pas vraiment technique, mais il est plutôt psychologique. Est-ce que tu vas être capable de réagir? Est-ce que tu vas être capable de faire face? Comment tu vas gérer le stress? Et qu'est-ce qui va se passer? Pour moi, c'est assez simple. Quelle que soit ta définition finalement de la violence, à chaque fois, il y a quelque chose qui revient de façon récurrente. L'opposition, l'incertitude et le danger. L'opposition, c'est un peu la base de la logique clanique d'une guerre. On a des gens d'un côté, des gens de l'autre, et puis ils veulent imposer quelque chose. Si c'est pas une opposition, c'est ce qu'on appelle des accords, et dans ces cas-là, il n'y a pas de guerre. L'incertitude, là encore, c'est évident. Il y a une stratégie qui a été mise en place, qu'elle soit spontanée, qu'elle soit complètement erratique et folle, mais dans tous les cas, il y a quelque chose, on ne sait pas quelle va être l'issue du combat. Sinon, c'est pas un combat. Et le danger, là, évidemment, s'il n'y a aucun danger, s'il n'y a pas vraiment de risque, finalement, que tu perdes ou que tu gagnes, c'est pas très important. Si par contre, il y a vraiment quelque chose de dangereux, là, ça va t'inquiéter et ça va t'imposer d'avoir une réaction cohérente et surtout efficace. Donc, pour en revenir à notre fameux débat, c'est simple. Si il n'y a pas de manière centrale, je te parle pas un truc tous les 3-4 mois, de manière centrale, un travail sur une opposition sincère, de l'incertitude et un danger, quand bien même il est cadré, relatif, c'est de la merde. Ou, soyons politiquement corrects, c'est inefficace. Et ces 3 petits points, même si tu n'as pas d'expérience, te permettent quand même finalement d'avoir déjà un point de vue assez critique. T'arrives dans une salle, les gens sont comme ça, ils sont hyper vénères, ça transpire de ouf. Ça tape dans de la mousse super fort en mode super vénère, ça s'envoie des insultes et tout, tu te dis waouh, c'est efficace. Non, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'incertitude et il n'y a pas de danger, on tape dans de la mousse. Donc si tu fais ça pendant 10 ans, peut-être que tu vas développer des compétences qui pourraient être utilisées dans un combat, également comme le motard en fait qui gère son stress et sa prise de décision, mais t'es quand même à des années-lumière de savoir faire atterrir un avion ou d'éviter un coup de poing. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de débat. Quand j'entends le discours ou je vois les vidéos de Jean C ou de Cyril D, moi je suis à 250% d'accord avec eux. Qu'on n'aime pas la forme, qu'on soit pas d'accord avec certains points de détail, que l'on trouve que la façon dont c'est fait, c'est pas bien fait, c'est inutile, etc. Bon, peu importe, si tu veux. Mais au final, s'il n'y a pas d'opposition, s'il n'y a pas d'incertitude et s'il n'y a pas de danger dans ta pratique martiale, quand bien même ça a l'air d'être un truc extrêmement athlétique, etc., c'est pas efficace au combat. Point barre. Pas de débat. Et une fois encore, c'est vachement facile à prouver. En tout cas, c'est vachement facile de te le prouver. Si t'as un doute, prends un pote qui a un peu de métier dans une discipline où il y a une vraie confrontation, c'est central. Un rugbyman, un judoka, un mec qui fait du karaté Kyokushinkai, tous les boxeurs, les gars du JJB, de la lutte à livrer, du sambo, de la lutte gréco-romaine si tu veux. Et puis teste. Alors on va me dire, par exemple, plus spécifiquement sur une des disciplines que j'enseigne, le penchaksilat. Ouais, mais t'as vu comment c'est dur, ça se tape, etc. Ouais, mais une fois encore, si à la rigueur c'est de la self-attaque, c'est-à-dire que c'est toi qui tapes en premier. Super, c'est vraiment génial, c'est super efficace, tu vas te dire, là forcément, j'ai frappé en premier. D'abord, le mec va pas forcément tomber, ensuite ta frappe peut être foireuse, et puis une fois encore, si jamais ils sont plusieurs, tu fais comment ? Lui, il pourrait. Donc soit tu choisis de faire ta stratégie en te disant, moi de toute façon si j'ai un problème je frappe en premier et c'est forcément un 100%, un carton, soit tu es un petit peu objectif et tu te dis ouais en fait il faudrait quand même que j'ai quelques notions quand ça commence à rentrer un petit peu dans le dur. Et là mon pote, je suis désolé, je vais te faire mal au cœur, mais même le silat, il n'y a pas 95% de ce que tu apprends que tu pourras faire dehors. Alors c'est sûr que si dans ta vie tu as eu 2 expériences, une sur un parking et une à la sortie d'une boîte et que tu as frappé un gamin avec des épaules de serpent en premier, tu as l'impression que ce que tu fais c'est démoniaque. Mais d'abord, et désolé si c'est un scoop, mais la frappe que tu as utilisée, elle existe très probablement dans la plupart des disciplines martiales. Ensuite, comme tu as frappé en premier et que le mec est tombé, finalement tu peux pas vraiment jauger l'efficacité, c'est surtout ta prise de décision qui a été intelligente. Si maintenant c'est du penchak, du kung-fu ou du théâtre d'improvisation qui t'ont permis d'avoir la confiance pour pouvoir faire ça, super, mais est-ce qu'il faut pour autant en déduire que ta discipline est redoutable dans la rue ? Non. Et encore une fois, si on est un peu scientifique, tu as eu 2 expériences. C'est pas suffisant. Il faut que tu combattes. Encore une fois, tu pratiques un art martial. Si t'as pas de combat, mais t'attends quoi en fait qu'on t'embrouille sur un parking et que tu vas jauger si le gamin il va tomber tout de suite? Mais non, il faut que tu combattes et pour ça il y a une école, il y a une méthode dans les clubs de boxe thaï, dans les clubs de MMA ou quoi que ce soit. En général, si c'est bien fait, le mec est pas débile. On va t'apprendre petit à petit à gérer le stress, l'incertitude, on va faire des assauts à thème et tu vas voir comment ça peut se passer. Et c'est pareil en grappling, on va pas te mettre tout de suite avec un gars 3 fois comme tes épaules et qui va te plier en 4 et te renvoyer chez ta mère. Et cette gestion, cette méthode étape par étape pour pouvoir t'amener au combat,
et à réunir à chaque fois ces 3 points, opposition, incertitude et danger, bah c'est un métier et c'est censé être fait par des gens sincères et compétents. Moi je pense que ce débat il revient régulièrement parce que finalement il y a pas mal de dissonance cognitive, c'est-à-dire que tu as pas mal de gens qui ont du mal à admettre que soit ils ont perdu du temps, soit ce qu'ils font en fait leur apporte certes plein de choses, mais c'est pas efficace. Moi par exemple, ça fait plus de 30 ans que je pratique les arts martiaux, bah, j'ai perdu du temps, il y a des trucs que j'ai fait qui n'étaient pas très utiles, en tout cas pas très efficaces. J'ai quand même appris plein de trucs, j'ai appris une certaine disponibilité articulaire, une explosivité, j'apprends très rapidement les techniques, des appuis, de la vitesse, des compétences physiques, peut-être psychologiques, mais je ne suis pas du tout dupe de ce que ça pouvait valoir dans une bagarre de bar, ce que j'appelle le PMU fight. Et franchement, si je dois organiser un combat entre un mec qui a l'habitude de se battre dans les bars mais qui a jamais fait de sport de combat de sa vie, qui se remplit le bide avec de l'alcool et qui fume 3 paquets de clopes par jour, et un combattant en face, et que je veux miser sur le combattant en face, bah je vais miser sur un mec qui fait de la boxe, du pied-point, du grappling ou quoi que ce soit, parce que lui je sais qu'il est habitué au combat. Jamais j'irai miser sur un 5e dan d'aïkido ou de je sais pas quoi jitsu. Ou de silat d'ailleurs. Et pour terminer sur ce point, et désolé si je t'ai blessé parce que t'es pratiquant d'une discipline ésotérique où tu fais un truc où il est marqué Blade Fighter et t'as l'impression que je suis un peu en train de te démystifier ta discipline, une fois encore, il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard pour intégrer dans ta pratique en fait de l'incertitude, de l'opposition et au bout d'un moment, un certain danger. Tu peux faire du pied-point. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je parle rarement de discipline en soi, parce que pour moi, ce qui compte le plus, c'est la pédagogie du prof. Quel est son axe, quelle est sa vision? J'arrive complètement à imaginer d'un côté un prof d'aïkido qui déciderait une fois par semaine, après s'être formé intelligemment, de faire du pied-point à ses élèves et de dire bah voilà, moi je considère qu'on va arrêter de travailler sur des bras tendus qui s'arrêtent dans le vide ou des mecs qui sautent tout seuls. On va aussi intégrer une part de conflit, d'opposition et ces 3 petits points pour avoir un semblant de crédibilité tout en continuant à pratiquer notre art à côté. Comme j'arrive à imaginer un club de Krav Maga Ultimate Warrior Fighting avec des mecs qui tapent dans de la mousse et qui font des burpees toute l'année et des centaines de pompes mais qui sont des vrais quiches au combat. J'ai d'ailleurs déjà vu en Krav Maga des combats entre guillemets de professeurs ou de dirigeants qui étaient franchement à chier quoi. En définitive, pour moi les arts martiaux c'est un ensemble de valeurs et dans ces valeurs il y a notamment le fait d'être sincère et sincère avec soi-même. C'est-à-dire que toi au fond là, derrière ton écran, tu sais si vraiment tu travailles le conflit, tu travailles, tu punches. Et il ne s'agit pas d'être dur, il s'agit de le faire avec intelligence. Mais est-ce que dans ta discipline martiale, si tu es pratiquant, est-ce qu'il y a une réelle opposition? Est-ce que c'est vraiment central dans ta discipline? Est-ce que tu travailles l'incertitude? Est-ce que tu travailles? Est-ce qu'il y a un danger? Ou est-ce que, c'est-à-dire est-ce qu'on est toujours un petit peu en mode très light ou des fois tu dis ouais non mais là si je la prends, celle-là elle va faire mal. Tu le sais en général, mais c'est sûr que des fois ça fait un petit peu mal à l'ego. Mais en fait c'est ça les arts martiaux. Normalement tu devrais savoir toi-même que bah, si tu veux avoir rendez-vous avec le réel, il faut que tu ailles le chercher. Le réel pour moi c'est les disciplines martiales dans lesquelles il y a du combat. Vraiment du combat, de façon centrale. Voilà, c'était une petite vidéo rapide pour donner mon point de vue sur un domaine qui me passionne, et puis moi je suis un enseignant à cheveux blancs, donc au bout d'un moment j'avais un peu envie de dire bon, ce que je pense. Tu peux évidemment liker cette vidéo et surtout la partager avec un commentaire du genre wesh gros, t'as vu comment il a mis tout le monde en PLS le gars, il a trop killé le game quoi. Ou tu peux dire que t'es d'accord avec moi, ou tu peux aussi dire que c'est complètement de la merde et me remettre une tartine comme ça. Mais sache un truc, quoi que tu puisses dire derrière, ce débat je l'ai eu 1 million de fois. Mon point de vue, il est forgé sur l'expérience et je pense que là, sur le coup, tu ne changeras pas. En attendant, si tu veux forger ton corps et puis arracher des carotides, vriller des cervicales et péter des rotules et que tu t'intéresses au Pencak-Silat et à sa culture, tu peux trouver pas mal d'informations ici. C'est mon club, ça fait une dizaine d'années qu'il existe. On aurait dû fêter son anniversaire cette année. Et franchement, on s'éclate bien. On joue avec des carambites, des machettes et on se fait pas mal. On fait également du Kong Dirty Boxing parce que ce qui nous intéresse en fin de compte, c'est quand même effectivement le combat, l'opposition, d'être dans le réel. Tu trouveras pas mal d'infos sur le site. C'est en gros une boxe où on s'interdit pas grand chose, mais on essaye surtout de le faire avec sincérité, en se marrant bien et avec intelligence parce que franchement la boxe c'est un kiff de ouf. Donc les cours collectifs pour l'instant c'est un peu mort, on s'organise un peu comme on peut. Néanmoins et surtout sur ma page de coach, je continue de donner des cours à des petits groupes, à des binômes, voire même des cours individuels. Tu peux me contacter. J'espère que le débat t'a plu. Je te laisse, j'ai une grosse baston à faire avec une bande de hooligans enragés. Glooby Boulga.